l'université de Paraíba au Brésil, parce que ça, le matin, c'est très tôt, mais je sais qu'ils se sont bien activés et l'affiche a été diffusée dans tout le campus universitaire. Mais bon, les étudiants n'ont pas été motivés pour. Je suis désolé pour pas. C'est pas une finale de Coupe du Monde non plus. C'est pas une finale de Coupe du Monde, non, ça c'est sûr. Et puis le thème aussi, c'est surtout intéressant pour le continent africain. Voilà, donc nous allons commencer la visioconférence maintenant. Donc vous connaissez déjà notre conférencier qui est François-Xavier Vell, parce que qui nous avait déjà fait une visioconférence l'année dernière sur la dysenterie, voilà. Donc aujourd'hui, il s'agit de. C'est François Xavier, toujours chef d'unité à l'Institut Pasteur, chef de l'unité des bactéries pathogènes entériques. Tu es toujours donc médecin, docteur en médecine, docteur en sciences. Voilà, donc là, je crois que vous connaissez bien maintenant ce conférencier. Et aujourd'hui, donc François Xavier Vell va nous parler, donc, alors je lis parce que le titre est très long. L'apport de la génomique pour mieux comprendre les voies d'introduction et la circulation du choléra en Afrique au cours de la 7e pandémie. Donc, ce qui justifie aussi l'absence peut-être de l'Asie du Sud-Est. Voilà, merci François, donc, tu connais la procédure. Vous connaissez aussi les sites distants, vous connaissez les contraintes. Il faut absolument que vous coupiez vos micros pour éviter donc, les interférences. Et après la conférence, qui dure à peu près 1 heure, vous pourrez poser toutes les questions qui vous intéressent aux conférenciers. À tout à l'heure. Merci Jean-Luc, bonjour à tous et à toutes. Donc le titre est un peu long parce que je ne suis pas un spécialiste du choléra proprement dit. Mon cursus c'est plus les entérobactéries, les Escherichia coli, les Shigella, les Salmonelles. Et grâce aux nouveaux outils de typage pour étudier la génomique évolutive, donc tout ce qui est séquençage au débit, eh bien, j'ai appliqué ces méthodes pour comprendre certaines questions à propos du choléra. Donc le choléra, le centre de référence du choléra est dans l'unité des bactéries pathogènes entériques et il est dirigé depuis une dizaine d'années par Marie-Laure Kilissi. Voilà. Donc je suis un peu naïf sur le choléra, mais j'ai appris très vite, et notamment grâce à toutes les études qu'on avait pu faire de phylogéographie sur la dysenterie bacillaire, sur les salmonelles, en particulier les salmonelles multirésistantes aux antibiotiques. Alors, les diapos sont en anglais, mais bien sûr, la conférence se fera en français. Donc, j'espère ne pas faire trop d'anglicisme en lisant un peu les diapos. Donc, le choléra, c'est pas simplement une bactérie avec certaines caractéristiques phénotypiques ou moléculaires qui va causer le choléra, mais c'est vraiment un syndrome clinico-épidémiologique. On doit tenir compte du contexte épidémiologique, on doit tenir compte des signes cliniques, et à la fin, on a une bactérie avec des facteurs de virulence, et on verra plus tard que cette bactérie, il ne suffit pas d'avoir des facteurs de virulence, mais elle est souvent associée à une lignée génétique particulière associée à ce choléra épidémique. Donc, cette bactérie, c'est Vibrio cholerae, c'est très généralement du sérogroupe O1. Il y a le sérogroupe aussi O139, qui est tout simplement un variant par recombinaison homologue au niveau du locus codant pour l'antigène de surface, et qui possède la toxine CTX responsable des signes cliniques. Donc cette déshydratation avec perte hydrique et électrolytique. Donc le signe clinique est assez évocateur, hein, c'est cette diarrhée aqueuse avec la fameuse image en eau de riz, et qui amène rapidement à la déshydratation et à la mort du patient sans supplémentation hydroélectrolytique. Donc le contexte du choléra épidémique, c'est très souvent une épidémiologie très particulière avec des explosions de cas groupés à plusieurs endroits en même temps, et avec une répartition géographique qui peut être vraiment très très rapide au niveau régional puis du continent. Alors c'est associé souvent à des événements qui favorisent bien sûr la circulation du vibrio, donc des rassemblements humains, des altérations de tout le système de santé, de l'adduction d'eau, de traitement d'éjection
Donc on retrouve ça souvent suite à des guerres, conflits civils, des événements climatiques conduisant à la famine, donc les camps de réfugiés, tout ça c'est vraiment le terreau du choléra épidémique. Donc l'OMS, les différents spécialistes de santé internationale estiment qu'il y a 1 milliard de personnes à risque, mais essentiellement sur 2 continents, l'Asie et l'Afrique. Et les estimations les plus récentes, en 2015, font état ce sont des estimations de 1 à 4 millions de cas par an, avec en moyenne 100 000 décès attribuables au choléra. Donc on rappelle que le traitement le plus important, c'est réhydrater la personne, et les antibiotiques ont été utilisés depuis longtemps juste pour diminuer donc, les signes cliniques et ainsi un peu stopper la dissémination du choléra, de l'agent du virus. Donc au niveau historique, on distingue 2 grandes périodes. Alors le choléra, c'est connu depuis trop longtemps dans les textes, enfin une maladie qui évoquerait le choléra, mais classiquement ça commence au début du 19e siècle, c'est la première pandémie, c'est-à-dire que le choléra va sortir de son berceau qui est on a une nouvelle arrivée, qui est au niveau de l'Inde, du golfe du Bengale, et on décrit plusieurs pandémies. Donc c'est sorti du berceau d'Asie du Sud, et donc de 1817-1823, c'est la première pandémie. Et là, ça va aller, vous voyez, au Moyen-Orient, ça va rester, l'Afrique de l'Est, ça va rester aux portes de l'Europe. Mais dès la deuxième pandémie, en 1829, l'Europe est touchée, même les États-Unis seront touchés. Tout ça, c'est en lien un peu avec les systèmes de transport des hommes qui ont évolué avec le bateau à vapeur, le chemin de fer, etc. Donc ça va toucher, par exemple, Paris, 1832, il y a une belle épidémie à Paris, le président du Conseil des ministres, Casimir Perrier, va décéder du choléra. Donc ça a vraiment touché l'Europe, et c'est devenu à ce moment-là le choléra asiatique, une maladie qui était vraiment crainte. Donc on distingue plusieurs pandémies. Jusqu'à la 6e pandémie, le vibrion était particulier, on l'appelait classique, parce que on connaissait que celui-ci, et donc il avait certaines caractéristiques culturelles, phénotypiques, et on l'a appelé classique. Donc on a des certitudes en fait que depuis qu'on a pu l'isoler. Alors là, il y avait eu une compétition avec Pasteur, et en fait ce sont les Allemands, c'est Robert Koch, qui a pu isoler ce choléra en 1883 après une étude en Égypte, alors que l'étude pasteurienne n'avait pas réussi, et en plus on a eu un des chercheurs pasteuriens qui est mort ensuite du choléra, et on a ça un peu un petit au mur de la crypte de l'Institut Pasteur, un petit mot à ce scientifique pasteurien mort du choléra. Donc ça avait beaucoup affecté Pasteur à l'époque. Donc là, on a depuis ces premiers isolements, bien sûr, on a accès à ce matériel, à ces vibrions qui datent de la fin du 19e siècle. Alors, précédemment, on n'a pu qu'attribuer le choléra à ce vibrion isolé au niveau des 5e et 6e pandémies, sauf que récemment, par une analyse génomique de restes conservés dans un musée aux États-Unis à Philadelphie, de restes de tubes digestifs, ils ont réussi à retrouver des traces d'ADN, donc ça serait de la 2e pandémie, qui montre que c'est effectivement le vibrion classique qui a été isolé par Robert Koch. Donc on est à peu près sûr sur 3 des 6 vagues pandémiques qu'il s'agit bien du vibrion classique. Alors par contre l'histoire va recommencer, puisque vous voyez que ça s'arrête la dernière pandémie dans les années 20, mais dès le début des années 60, en Indonésie, cette fois-ci, ce n'est plus le golfe du Bengale, l'Asie du Sud, en Indonésie, commence à avoir des cas, dès les années 50, de diarrhée, un peu groupée, mais avec un vibrion un petit peu différent. Ce n'est pas le classique,
Et au début, on l'appelait le vibrion paracoléré, et on l'appelait ensuite Hector, parce qu'il avait été isolé une première fois en 1905 au lazaret d'Hector, en Égypte, sur la route du pèlerinage du Hajj. Donc, au début, ça reste en Indonésie, et à un moment, à partir de 61, eh bien, ça sort des Célèbes, du Sulawesi, pour toucher toutes les îles indonésiennes, et très rapidement, vous voyez ici sur la carte, 61, 63, l'Asie du Sud-Est est touchée, arrivé en Asie du Sud, à peu près 64, 65, et en fait, l'Afrique sera touchée en 70, et l'Amérique du Sud en 91. Donc là, c'est la nouvelle 7e pandémie, due à un vibrion un peu différent, le vibrion Hector. Et actuellement, cette 7e pandémie est toujours en cours, donc en 2017, commencée il y a plus de 50 ans. Alors juste pour rendre à César ce qui appartient à César, en fait, on a donné à Corr le primo isolement du vibrion, mais il avait été décrit une première fois, 30 ans plus tôt, par un Italien qu'il avait appelé vibrio coléré, mais il l'avait vu visuellement au microscope, et avec sa forme particulière. Il avait appelé d'ailleurs vibrio choléra, alors que les Allemands l'avaient appelé vibrio coma. Voilà, donc au laboratoire, qu'est-ce qu'on dispose quand on isole un vibrio coléré? Donc il y a d'abord, on a des tests phénotypiques, donc on va sérogrouper, donc ça c'est l'antigène, le LPS, le lipopolysaccharide de surface, et pour vibrio coléré, il y a un système d'environ 200 sérogroupes connus, O1 jusqu'à O200. Bon, alors, tout ce qui est vibrion colérique associé au choléra, donc vibrion colérique, c'est vraiment le vibrion associé au choléra. Donc c'est O1 ou O139. Bon, il y a eu des petites épidémies dans les années 60 décrites à O37, mais on ne va pas en parler. Donc après, on a des techniques de biotypage, d'hématie, d'hémolyse avec certains génoses au sang, des sensibilités à des phages qui vont nous dire c'est plutôt le Hector par rapport au vibrion colérique classique. Alors après, pour compliquer, on a pour les vibrions colérés O1, on a un système de sérotypage. Ogawa, Inaba, Iwo Jima, on verra plus tard que ça crée du chaos, de la confusion encore plus, déjà qu'on n'en a pas besoin. Au début, dans les années 60, des systèmes d'isotypie, de phage typing ont été mis au point en Inde notamment pour suivre le vibrion colérique O1. Certains ont fait ensuite des techniques ancestrales d'analyse des populations bactériennes, qui est le multilocus enzyme électrophorésis. Patrick Grimont à l'Institut Pasteur a fait du ribotypage. Ensuite est arrivé l'électrophorèse en champ pulsé. Ensuite, des personnes se sont intéressées à un seul gène, par exemple la sous-unité B de la toxine du choléra, et par des techniques de restriction ou de séquençage, on donnait des allèles, donc qui faisaient un peu de la phylogénie sur un seul gène. D'autres ont fait d'autres gènes, là, comme un récepteur de la toxine. D'autres ont fait d'autres gènes, et puis des labos ont fait les mêmes méthodes mais avec des enzymes de restriction différents, ou ils travaillaient sur les mêmes souches avec des méthodes différentes, ou ils utilisaient la même méthode, le même enzyme mais avec des nomenclatures différentes. Donc en fait, quand on essaye un peu de tout comprendre ce qui a été publié depuis 50 ans, c'est vraiment impossible, c'est vraiment un casse-tête. Donc ça a été un peu l'idée de reprendre tout ce qui avait été fait avec une seule méthode, qui est l'analyse complète des génomes. Donc, ça a commencé finalement il y a peu de temps, puisque le premier génome de vibrion colérique, qui est le N16961, a été publié dans Nature il y a 12 ans. Et il vous montre, donc c'est un vibrion isolé au Bangladesh en 1975. Il vous montre la structure du génome. Il y a deux chromosomes, un grand chromosome et un petit chromosome circulaire. Un fait 3 mégabases, 3 millions de bases, l'autre 1 million. Que le phage codant
la toxine CTX se trouve sur le chromosome 1, et sur le chromosome 2, il y a une petite particularité, il y a ce fameux superintégron qui a fait la gloire de Didier Mazel à l'Institut Pasteur. Il faut attendre quelques années, donc 4 ans, pour voir d'autres génomes publiés. Donc il y a cette étude dans PNAS en 2009, où il séquence 22 autres génomes de vibrions colérés, mais alors il y a un peu tous les sérogroupes, et dedans il n'y a que 12 vibrions colériques Hector de la 7e pandémie qui nous intéressent. Là il regarde un peu, c'est une analyse de génomique comparative, ils mettent en évidence différents îlots génomiques, et ils se rendent compte que finalement les souches, les rares souches étudiées de la 7e pandémie possèdent des îlots particuliers, que l'on appelle VSP1, VSP2. Voilà, c'est un peu, quand on veut faire de la génomique, il faut toujours avoir quelques génomes de référence pour s'en servir donc, comme référence pour pouvoir mapper nos RITs. Et donc, eh bien, pour les travaux, on a utilisé le premier qui a été publié. Ensuite, la première étude vraiment de circulation de ce choléra de la 7e pandémie qui a été publiée, c'est un travail en 2011 du Sanger Institute. Et là, ils ont séquencé 136 génomes. Donc en fait, en génomique, ça va de plus en plus vite. Au début, on fait un Nature avec un génome, après il en faut 5, 10, et maintenant il en faut 1000, quoi. Enfin presque, hein, et ça en quelques années. Donc le séquençage est devenu très peu cher. Par contre, après, c'est tout ce qui est analyse bioinformatique derrière, et la limite, c'est presque les limites de calcul des serveurs quand on a des analyses un peu complexes. Donc, dans ce travail, ils mettent vraiment en évidence que ils ont aussi mis des classiques pour voir, et ils montrent que les souches vibrions classiques des premières à 6e pandémie sont vraiment complètement différentes des souches de la 7e pandémie. Il y a plusieurs centaines de milliers de SNP, de mutations, ce qu'on appelle single nucléotide polymorphisme, des petites mutations dans le chromosome qui font que c'est vraiment deux populations différentes. Alors après, ils ont centré leur étude sur les souches de la 7e pandémie, en faisant un arbre, en mettant, donc ça c'est un arbre basé sur le contenu en SNP, donc, et en parallèle, ils ont mis l'évolution des différents marqueurs connus qui étaient utilisés pour le typage classique. Donc, par contre, il faudrait peut-être couper aux nouveaux arrivants le micro. Donc là, vous voyez déjà, ils ont déjà pris la lettre. Donc, on attend qu'ils vont déjà. Si en tout cas c'est un souci, je suis ça. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre le micro? Non, ça commence à 10 heures. Non, ça commence à 10 heures. Il y a des nouveaux arrivants. Ah non, ce sont ceux qui sont en retard. C'est étonnant. Non, ils sont de la même, c'est ça. Ceux qui n'ont pas encore. Est-ce que... C'est le sien. C'est le sien? C'est le cirque de la police que moi j'ai Ah reconnu. oui. Est-ce qu'au cirque, on peut couper le micro, s'il vous plaît? Désolé. S'il vous plaît, oui, mais ils ne nous voient pas, là, ils sont en train vraiment. Excusez-nous. Bonjour le Gabon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que moi, le crédit là. On va leur montrer le. Mon crédit, c'est minime. On peut voir ça avec elle. Si il y a assez de. Mais si vous avez déjà le numéro, c'est ça. Oui. Vous avez déjà le numéro de la personne qui se prend. Très bien. Ah, merci. Merci. Alors, on va peut-être revenir... Donc, vous bossez dans la deuxième étude. Mais il n'a pas compris ça. Ah, moi, le nom de la contrôle les gens. C'est les gens, il faut qu'il y ait les lettres. C'est sérieux. S'il vous plaît. Ah. Est-ce que vous nous entendez? Merci beaucoup à ceux qui viennent de se joindre à nous. Est-ce qu'on peut vous demander de couper vos microphones? Ça doit être le Gabon. Vous nous entendez? Non, en fait, ils nous regardent. Ils ne nous entendent pas et ils ils ne ne nous voient voient pas. pas. Je pense qu'ils sont occupés. Peut-être, ou je ne sais pas. Parce qu'ils Bon, on va profiter de l'accalmie. Continue un peu. Ah, ben ta carte qui revient, c'est super. Bon, donc... Ta carte revient.
Alors, cette étude, vraiment, l'étude pionnière pour comprendre un peu mieux la transmission globale de ce choléra au cours de la 7e pandémie, montre qu'il y a eu 3 vagues de dissémination à partir d'une zone sanctuaire qui serait la baie du Bengale. Donc, et ils ont, au cours de cette étude, montré différentes transmissions intercontinentales entre l'Asie du Sud, le réservoir, le sanctuaire et différents continents, l'Afrique de l'Est, etc. Donc là, ça montre que finalement, il y a des lignées pandémiques de choléra. Alors, ça recommence. Patients qui sont censés négatifs en PCR, la semaine Est-ce qu'on peut les... Alors oui, on peut pas envoyer un courriel. Ah, si, envoyer un courriel, À condition qu'on les identifie, si c'est bien eux. Ah, c'est sûr. Je peux le couper comme ça, mais en fait, tous les autres, ils les entendent. Tu vois. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, mais... On a des petits problèmes techniques. négatif. Tout le monde entend tout le monde. Bien sûr, je sais. Avec les autres techniques. Ah, il a entendu le mot technique Non, maintenant. Allez, on va continuer. Oui. Donc, pourquoi, suite à cette étude sur 130 génomes, pourquoi on a voulu faire ce travail sur l'Afrique? Alors, tout d'abord, là, vous voyez, c'est une figure qui vous montre le nombre de cas reportés à l'OMS. Alors, bien sûr, avec toutes les précautions d'usage, certains pays ne reportent pas les cas de choléra parce que ça c'est pas bon pour le tourisme ou au niveau politique, etc. Donc, mais globalement, c'est pas trop mal. Et là, on voit un peu depuis 1961, le début de la 7e pandémie, jusqu'en 2005, l'évolution du nombre de cas. Avec, en fonction la couleur, c'est fonction du continent, mieux les cas. Et vous voyez, au départ, il s'agit essentiellement de l'Asie. L'arrivée du choléra en Afrique en 70, et que vous voyez au cours du temps, eh bien, l'Afrique est le continent où il y a le plus de cas de choléra déclarés. Plus en Asie, bien qu'on sache qu'en Asie, ils sous-reportent. Excepté là, vous voyez cette couleur qui est l'Amérique, parce qu'on verra plus tard qu'en 91, le choléra a touché l'Amérique du Sud, et puis récemment avec Haïti. Hein, mais là, on est plus proche de nous en 2010. Alors, donc, beaucoup plus, une incidence plus élevée en Afrique subsaharienne qu'en Asie, en Amérique latine, vous voyez. C'est 100 fois plus, une incidence 100 fois plus élevée qu'en Asie en 2005 du choléra, avec une plus grande mortalité. On estime que le taux de létalité est 3 fois plus élevé en Afrique qu'en Asie. Vous voyez qu'entre 2007 et 2012, il y a plus de 100 000 cas par an déclarés par plus de 20 pays en Afrique. Donc vraiment, l'Afrique, d'ailleurs c'était le titre par les personnes du CDC, c'était est-ce que l'Afrique est devenue le nouveau réservoir du choléra au niveau mondial? On va essayer de continuer. C'est pas évident. François Xavier, parce que c'est un peu dérangeant pour tout le monde, pour toi et pour nous. Ah, ils sont partis. Bon, ben voilà, donc ça va reprendre. Merci de votre patience. Merci à toi. Donc, alors, le choléra en Afrique, c'est vraiment devenu un problème important. Et quand on reprend le papier vraiment pionnier de Nature en 2011, avec ce berceau dans le baie du Bengale, avec ses transmissions et on se rend compte qu'il y a un grand déficit. C'est-à-dire que... Le plus dans le matin, aussi qu'il n'y a pas que les gens qui assistent. Ça ne fait pas les mêmes endroits à chaque fois. S'il vous plaît. Qui doit aussi assister? S'il vous plaît. Ça dépend des
C'est pas. Bonjour le Brésil. On profite pour les saluer quand même. Ah, alors c'est le Brésil. Hein, ça c'est le Brésil. Je sais pas dire bonjour. Ouais, non, je crois que c'est après. Ils sont là, ils sont là. Alors, j'ai envoyé un SMS. Excusez-nous. Il faudra qu'on... Pardon, auprès de tout le monde. J'ai essayé un SMS à la personne responsable. S'il vous plaît, le Gabon, est-ce que vous nous entendez? Il ne s'excuse pas. Mais Non, on a fait des signes. On est obligé d'arrêter parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à entendre le conférencier. Ah. Voilà, s'il vous plaît. C'est difficile. Est-ce que le Gabon, vous pouvez arrêter votre microphone? Ils sont avec leur téléphone. C'est ça, oui. bon. Alors, que dois-je faire? Je continue. Bon. Par respect pour les autres. Alors, donc, dans cette étude pionnière en 2011, de transmission globale, eh bien, il y avait un grand absent qui était l'Afrique. Parce que sur les 130 génomes, il n'y en avait que 28 provenant d'Afrique, et encore, ils venaient, à l'exception d'un, tous d'Afrique de l'Est. Tout simplement parce que le Sanger Institute, c'est un institut anglais qui a des collaborations, bien sûr, avec l'Afrique anglophone, essentiellement l'Afrique de l'Est, le Kenya, etc. Donc, et la seule souche venant d'Afrique de l'Ouest, c'est une souche d'Angola qui a été rajoutée après pour faire un lien avec l'épidémie d'Amérique du Sud. Donc, en fait, on ne connaît rien de la circulation, finalement, du choléra au cours de la 7e pandémie en Afrique à un niveau hautement résolutif, à un niveau génomique. Donc, notre travail, eh bien, c'était de comprendre comment le choléra a été introduit depuis le début de la 7e pandémie en 1970 jusqu'à récemment, en 2014, et comment ensuite l'agent du choléra a pu circuler en Afrique au niveau de tout le continent. Et comment les différents épidémies qui sont publiées, parce qu'il y en a énormément dans les littératures, sont liées entre elles, et également on s'est intéressé sur l'évolution de la résistance aux antibiotiques. Alors pour ça, on a fait une très très grosse étude, on a la chance d'avoir une collection fantastique depuis les premiers isolats de vibrillion cholérique, date de 1927. À l'époque, ça s'appelait l'Indochine. Et jusqu'à maintenant, il y a plus de 6000 isolats disponibles dans la collection. Donc, il a fallu faire un choix, parce qu'on ne peut pas tout séquencer. Donc, on a fait un choix pour essayer de couvrir le plus de pays possible, avec par épidémie 2 à 3 isolats par épidémie, pour être bien sûr qu'il n'y a pas de mélange. Alors forcément, à la fin, on a séquencé 740 souches, on a utilisé 300 déjà publiés, et on a fait une analyse sur plus de 1000 génomes, dont 600 provenant d'Afrique, 45 sur les 54 pays africains. Et vous voyez ici la distribution de notre échantillonnage. Alors on n'a pas fait que des génomes africains, parce que si on veut comprendre les transmissions, il faut faire des génomes asiatiques, il faut faire des génomes du Moyen-Orient, parce qu'autrement la fenêtre est trop réduite. Donc voilà notre échantillonnage. On s'est associé avec d'autres collections, du CDC, les Américains ont de très belles collections. On s'est associé avec des personnes en Afrique du Sud, quand spécifiquement on n'avait pas, pour essayer d'avoir l'image la plus finalement représentative, en gardant bien sûr à l'esprit que d'un côté il y a plus d'1 million de cas, et de l'autre on a fait 800 génomes. Donc il faut garder quand même ça à l'esprit. Donc au niveau méthodologique, c'est vraiment la méthode que l'on utilise maintenant, qui est la méthode Illumina. Donc ça génère des petits bouts de fragments d'ADN, de 75 à 250 nucléotides. Ça, on va le mapper, ce qu'on appelle le mettre par rapport à notre génome de référence, qui est le N16961, et avec plein d'outils bioinformatiques, on va récupérer les SNP, donc ces petites mutations ponctuelles dans les génomes des souches, qui vont nous permettre de faire la phylogénie. On va également étudier
plein de marqueurs connus, hein, comme l'allèle de la toxine CTX. Bref, on ne va pas se baser que sur des SNP, on va étudier plein de régions, on va étudier aussi toutes les structures de résistance aux antibiotiques, et on va faire une analyse vraiment complète de tous ces génomes. Alors, quand on prend tous ces génomes et que l'on fait un arbre phylogénétique basé sur les SNP, alors ces fameuses mutations ponctuelles, hein, on en a trouvé sur la collection de 1000 génomes, on en a trouvé 9300 en faisant une analyse sur 98,4% du génome. C'est très important quand on fait ces analyses génomiques d'étudier des gènes qui ne sont pas dupliqués, toutes les séquences répétées où il y a de la recombinaison, finalement, ça va fausser la phylogénie. Pourquoi? Parce que quand il y a une recombinaison, c'est qu'un bout d'ADN va venir remplacer un autre et va peut-être amener 5 mutations ponctuelles d'un seul coup. Et si on ne tient pas compte de ça, on va croire qu'il y a eu 5 événements génétiques d'acquisition, alors qu'en fait, c'en est qu'un. Donc ça fausserait complètement la phylogénie. Donc on a maintenant des outils bioinformatiques pour éliminer donc, toutes ces séquences répétées, ces séquences recombinantes. Et donc là, voilà ce qu'on a pu obtenir. Donc on retrouve les 3 vagues qui ont été décrites, là je les ai mis en des couleurs différentes dans le papier de Nature du Sanger en 2011, donc la vague 1 en vert, la vague 2 en bleu, la vague 3 en rouge. Alors ce qui frappe tout de suite quand on voit ça, c'est des longues branches. Alors les longues branches, ça veut dire que c'est des génomes où une souche a plein de SNP qui ne sont pas présents dans d'autres souches. Ce ne sont pas des SNP informatifs. Et donc, en fait, quand il y a eu un beau travail fait par Xavier Diblo et Marc Hartmann qui ont montré que c'était essentiellement des vieilles souches de Chine conservées dans ce qu'on appelle des tubes de conservation à température ambiante depuis les années 60. Et en fait, c'est la souche a pu évoluer in vitro et avoir une acquisition finalement de mutations, mais qui n'existaient pas in vivo. Donc en fait, toutes ces souches un peu à longue branche sont un peu des souches de laboratoire. Mais malgré tout, elles sont toujours très bien branchées parce que les SNP informatifs sont là, il y en a juste d'autres en plus. Voilà. Et quand on les conserve en lyophilisat, on ne retrouve pas ces longues branches. Voilà. Donc en fait, en faisant 1000 génomes, on retrouve la structure du papier précédent. Donc, quand on fait le même arbre, mais que cette fois-ci, on va mettre une couleur en fonction du continent sur lequel a été isolée la souche, on voit là un peu ce qu'on appelle la phylogéographie, où on voit qu'en vert, c'est l'Asie. Hein, donc là, vous voyez, partout sur l'arbre, c'est vert, et à des moments, là, vous voyez, par exemple ici, c'est vert jusqu'à ces souches-là, et puis d'un coup, toutes les souches dérivées sont devenues marron, donc c'est l'Afrique. Là, on peut clairement dire, par exemple sur cet exemple-là, qu'à partir de souches circulant en Asie, toutes, à un moment donné, elles se sont retrouvées en Afrique et ont fait une propagation en Afrique. Donc, en analysant ça, alors en bleu, vous avez le Moyen-Orient, parce que vous verrez que c'est important parfois entre l'Asie et l'Afrique, des souches ont circulé un peu avant, les souches ancestrales au Moyen-Orient. Donc ça permet vraiment d'inférer les introductions du choléra en Afrique à partir de certaines régions. Et en plus, dans ce type d'art, on tient compte au niveau bayésien de la probabilité que l'ancêtre vienne d'une région donnée avant. Ce n'est pas que l'isolement dans la région d'une souche ancestrale, c'est également des analyses bayésiennes de probabilité en plus que ça provient de cette région. Donc ça renforce ça. Donc là, grâce à ça, grâce à cet arbre, on peut dire déjà que le choléra n'est pas arrivé une fois en Afrique, et il est resté. Il est arrivé au moins 11 fois en Afrique. Et on verra après plus en détail où est-ce qu'il est arrivé et comment il a circulé. Alors à côté des phylogénies classiques, qu'on appelle par la méthode de maximum likelihood, on peut faire des phylogénies datées. C'est-à-dire que c'est une méthode bayésienne qui permet même de dater les nœuds entre chaque souche. Donc ça permet de reconstituer au cours du temps les
la circulation des souches. Donc ça par contre c'est très au niveau calcul, ça demande un temps phénoménal, c'est plus d'1 mois sur des gros serveurs de calcul, et c'est pour ça qu'on peut le faire que sur un sous-échantillonnage. Là on l'a fait sur 228 génomes, et on retrouve la même structure que sur l'arbre global. Et en plus on peut dater précisément l'arrivée du choléra. Donc ça c'est les datations qu'on met en parallèle des publications, puisque évidemment on a des données épidémiologiques. Hein, donc ça permet de corriger. Alors, historiquement, voilà ce qu'on avait sur un document de l'OMS en 70. Le choléra est arrivé à l'été 70, donc on l'a décrit. Alors, choléra c'est toujours un peu compliqué. Visiblement, il était en Égypte, mais il n'y a que les journaux libanais qui ont parlé du choléra en Égypte, parce qu'à ce moment-là, il y avait des tensions avec Israël autour du canal de Suez, donc le choléra était certainement en Égypte. Ensuite, le choléra est arrivé en Guinée, mais la Guinée n'a absolument pas, la Guinée de Sékou Touré, absolument pas déclaré ça. Il a fallu qu'il y ait l'OMS vienne sur place au bout de 3 mois pour dire qu'il y avait vraiment du choléra, mais le pays n'a jamais remporté le choléra. Il a fallu attendre 3 ou 4 000 cas. Et même après, l'origine du choléra en Guinée est restée une énigme totale. Quand on regarde les livres, par exemple, on dit que c'était des étudiants guinéens qui revenaient d'un voyage au bord de la mer Morte, parce qu'ils étudiaient en URSS à l'époque, et auraient amené la Guinée. Certains ont dit que c'était des soldats qui aidaient les Égyptiens avec cette espèce de guerre froide avec Israël. D'autres ont dit que c'était peut-être des pèlerins. Ou c'était même très sensible. C'était même pas des pèlerins, c'était des personnes ayant fait un voyage au Moyen-Orient. Et le médecin général Lapessoni aurait dit au professeur Félix à un moment que voilà, on se retrouve avec plein d'hypothèses sur le choléra en Guinée. Alors par contre, ce que l'OMS savait, c'est qu'on avait déclaré des cas tout le long de l'Afrique du Nord, mais qu'à un moment donné, effectivement, la Guinée, c'était un foyer qui arrivait bien après, donc avec le mystère. Un autre mystère, c'était l'Angola qui a été touché en 71, donc 1 an après, et sans qu'il y ait rien entre les derniers cas au Cameroun en 71, et les gens ne savaient pas trop. Il y a eu aussi le choléra en 70, en même temps que là, c'était arrivé en Afrique de l'Est. Et à l'époque, il n'avait que ce sérotypage Ogawa-Inaba. Donc, bon, avec finalement un parfum de mystère. Donc au début, c'est assez simple de retracer les routes, parce que c'est une maladie qui n'existe pas. Elle est assez caractéristique, elle touche donc tous les épidémiologistes sur le terrain ont pu, une fois que la nouvelle maladie est arrivée, retracer, évidemment. Je crois même qu'il y a j'ai trouvé un article qui raconte même que pour aller, quand le choléra a été transféré au Mali, il connaissait même la plaque d'immatriculation de la Peugeot 304 qui avait amené le choléra. Donc voilà, on peut le suivre. Mais une fois que le choléra s'est implanté, après, c'est avec l'épidémiologie, on est complètement perdu, parce que le signal est le même un peu partout, et à la fin, c'est plus possible de faire ce type d'analyse, puisque la maladie est implantée et on ne peut plus la reconnaître. Donc voilà la situation de ce qu'on connaissait, et on va voir comment l'étude a pu amener des informations sur l'arrivée du choléra. Donc, ça, c'est les données que l'on a pu extraire de notre analyse phylogéographique avec finalement les 11 introductions en Afrique. Donc là, j'ai un peu fait une répartition par décennie, 70-79, 80-89, 90-99, et au cours des années 2000. Et là, quand on regarde l'analyse, on voit que le choléra de Guinée, c'est exactement le même que les souches que l'on a pu avoir qui circulaient au Moyen-Orient à la même époque. Donc on avait les souches de Jordanie, on avait les souches d'Israël, etc. Donc c'est vraiment le même, et c'est le même aussi en Afrique du Nord. Donc en fait, il y a eu, à partir du Moyen-Orient, une introduction du choléra le long de différentes routes, et là, vraisemblablement, sûrement une route de voie aérienne, et il restera toujours le mystère. Donc on ne peut pas dire que ce
reçoit des pèlerins après le Hajj, mais c'est certainement suite à un contact avec, c'est la souche qui est arrivée directement du Moyen-Orient, et ça suit un peu d'ailleurs au niveau religieux des pays musulmans. Pour le choléra de 71 en Guinée, en fait, on a montré que c'était vraiment la même souche que l'Afrique de l'Ouest. Certains disaient que c'était les Portugais qui l'avaient introduit, mais en fait, non, c'est vraiment la souche d'Afrique de l'Ouest. Donc, alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on a des introductions en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Et ce n'est pas un gradient, c'est-à-dire que les souches arriveraient, le vibrion arriverait en Afrique de l'Est et après traverserait toute l'Afrique pour toucher l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment, il y a deux foyers d'introduction importants au cours du temps. C'est vraiment l'Afrique de l'Ouest, avec ici autour de la Guinée. Là, vous voyez, même là, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, à chaque fois, c'est une nouvelle introduction d'une nouvelle lignée. Et puis plus récemment, en 2007, une introduction autour Cameroun-Nigeria. Alors que l'Afrique de l'Est, on est plutôt vers la Corne de l'Afrique, là, vous voyez, et ensuite avec une circulation vers Corne de l'Afrique, Somalie, Djibouti, etc. Et puis après, une circulation jusqu'au niveau des Grands Lacs. Il y a la Mozambique aussi, où il y a pu avoir des introductions directes au Mozambique. Donc en fait, une fois que le choléra est introduit, vous voyez plusieurs fois au cours du temps, il va avoir, à un endroit plutôt précis, il va avoir des circulations suivant des voies préférentielles. Vous voyez, c'est toujours un peu la voie qui arrive du golfe de Guinée qui va se terminer jusqu'au lac Tchad. Donc il y a ces voies. Et les vagues, au bout d'un moment, vont s'arrêter. Ça, c'est important. Par exemple, la plus ancienne, elle a duré finalement, c'est celle qui a duré le plus longtemps, puisque la première qui arrive en 78, la dernière souche, on l'a retrouvée en 98-99. Donc le choléra, cette vague, en 29 ans après, s'est arrêtée. Il n'y a plus d'autres descendants de cette vague-là. Et donc il y en a certains, c'est plus ou moins long. Certains, ça dure que quelques années, jusqu'à 28 ans. Alors pourquoi elle est restée 28 ans? C'est cette fameuse qui... alors c'est très rare finalement qu'il y a ces deux foyers différents qui aient un passage de l'un à l'autre. Très très rare. Ça reste souvent foyer Afrique de l'Ouest ou foyer Afrique de l'Est. Et là c'est un des rares où il y a eu ce passage à un moment donné entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, et c'est lié, et ça on a les données publiées de l'époque, c'est lié aux guerres de décolonisation du Portugal, où des troupes d'Angola ont été envoyées à l'aéroport de Beira au Mozambique. Ça, on sait que c'est lié finalement à des choses vraiment inhabituelles. C'est pas la circulation d'individus qui... Alors récemment, on a vu une même chose où c'est passé le foyer des Grands Lacs, s'est retrouvé plutôt à traverser toute la RDC et en suivant le fleuve, et d'ailleurs en remontant vers Bangui. Et là, c'est pareil, on m'a dit que c'est parce qu'il y a eu une nouvelle route qui a été ouverte au niveau de la RDC, qui fait qu'il y a eu un nouveau flux de personnes qui n'étaient pas habituelles avant. Donc voilà, c'est vraiment lié, c'est vraiment inhabituel, c'est le foyer qui se chevauche, mais dans certains cas, suite à des nouveaux moyens de transport ou des circonstances inhabituelles comme des guerres, avec des transports de troupes, ont pu se passer de l'un à l'autre. Donc là, ce qui veut dire que finalement, c'est important, c'est-à-dire que le choléra, c'est plusieurs vagues qui vont durer un certain temps. C'est-à-dire que si l'Afrique n'est plus ensemencée, ça veut dire que ça va s'arrêter. Ou c'est pas une source, il ne circule pas depuis 70. Il est amené en permanence et il trouve des conditions favorables pour se développer. Mais au bout d'un moment, peut-être, alors pourquoi ça dure 20 ans, quelques années à 20 ans? Est-ce que les conditions sont souvent les mêmes? Donc est-ce qu'il n'y a pas une immunité de groupe par rapport à une lignée? Donc ça, c'est des choses intéressantes qu'il faudra faire dans un deuxième temps. Et il y a des travaux immunologiques qui sont commencés? Pas encore, parce qu'on va commencer là. Mais pour l'instant, l'immunologie est un peu... On n'a que des méthodes... en plus, on n'est pas immunologie du pouvoir bactéricide du sérum, donc on essaye de voir s'il y a un lien entre lignée et réponse des populations. Oui, non, ça pourrait être intéressant. C'est dans les prochains travaux. Donc, en 91, le Pérou, sur sa côte pacifique, est touché par le choléra au cours de la 7e pandémie. Donc, c'est la côte pacifique, donc, qui est en regard de l'Asie.
Donc, alors il y a eu plusieurs hypothèses pour expliquer, parce qu'il n'y avait aucune hypothèse évidente sur les travaux épidémiologiques. Donc on retrouve dans les livres, ça serait un bateau venant de Chine qui, dans les ballasts, aurait largué. On sait qu'on peut retrouver dans les ballasts du vibrillion cholérique, puisqu'après le Pérou, on en a retrouvé dans le golfe du Mexique, dans les ports américains. Ils sont allés voir dans les ballasts, l'eau de ballast, ils ont trouvé le vibrillion cholérique du Pérou. Mais là, en l'occurrence, dernièrement, l'an dernier, dans un très très beau papier dans Nature Microbiology, il y a ce magnifique figure qui montre El Niño et un corridor aquatique directement entre l'Asie et la côte pacifique du Pérou. Et donc c'est clair que c'est El Niño qui a amené le choléra de l'Asie du Sud-Est au niveau du Pérou. C'est très beau, ça s'est publié dans les très bons journaux. Dans le papier de Nature en 2011, ils avaient cette fameuse souche qu'ils ont rajoutée au dernier moment. C'était pour faire le lien dans leur arbre avec l'épidémie d'Amérique latine. Et ils ont rajouté cette souche qui se retrouvait être ancestrale, et c'est la souche d'Angola 89. Ancestrale, donc ils ont dit, finalement le choléra, il vient peut-être d'Afrique, mais ça c'était basé sur une seule souche, donc bon, c'était pas très sûr. Et alors là, quand on regarde notre travail, ça c'est la lignée 1, toutes les souches en noir sont des souches d'Afrique. Suite à l'arrivée en 70 en Afrique, donc c'est Afrique de l'Ouest, enfin, tout ça c'est Afrique de l'Ouest, et tout ce qui est en violet, c'est l'épidémie d'Amérique. Et vous voyez que toutes les souches américaines dérivent des souches africaines, et c'est pas sur une, c'est toutes les souches de la vague d'introduction P1. Alors ça c'est basé sur des mutations ponctuelles, mais il y a également des marqueurs d'hylogénétique qui sont très spécifiques de cette lignée et qui finalement renforcent la phylogénie sur ces SNP, puisque ce n'est pas que les SNP qui ont avoir une phylogénie faussée, mais il y a également l'acquisition en Afrique de ces deux îlots qui montrent que la souche d'Amérique latine vient d'Afrique de l'Ouest, mais à 100%, avec 100% de certitude. Alors comment, on ne sait pas du tout. Mais ce n'est pas El Niño qui l'a amené, ça c'est sûr. Alors on va terminer la conférence avec la résistance aux antibiotiques. Donc, alors la priorité, je le rappelle, c'est quand même la réhydratation, mais les antibiotiques sont donnés, et là on voit 4 grandes organisations, qui est l'OMS, le PAO, l'ICDDR au Bangladesh et MSF, ce qu'ils proposent comme traitement dans le cadre du choléra. Donc avec chacun des recommandations, c'est plutôt les personnes très déshydratées, après il y a des populations particulières, les femmes enceintes, etc. Et on voit que finalement, la drogue de première intention, c'est la cycline, doxycycline, avec en fonction des institutions, différentes autres antibiotiques, Cipro, Azitro, qui sont plus faciles, qui sont donnés maintenant très facilement, ou Bactrim en fonction un peu si c'est un enfant, etc. Donc voilà, ça c'est l'état des lieux du choléra. Et par contre, jusqu'à présent, il n'y avait aucune étude qui montrait l'évolution vraiment de la résistance. Et à chaque fois, c'était des études particulières. Au cours d'une épidémie, on a telle résistance. Au cours d'une épidémie, on n'avait pas de vue globale. Et là, en étudiant tous les génomes, finalement, on a pu avoir une vue assez globale. Donc si on fait l'arbre, le fameux arbre avec les 3 couleurs des 3 vagues, qui est ici, à chaque souche, on met la résistance à différents antibiotiques. Là, vous voyez, la première piste, c'est ampicilline, streptose, sulfonamide, donc on les a mis, enfin, ceux qui ont un intérêt. On voit que plus on arrive sur la vague 3, qui est la vague la plus récente, les dernières introductions, par exemple en Afrique, plus, quand c'est en rouge, c'est la résistance à l'antibiotique considérée, et bien plus ça va, plus il y a du rouge. Ça, c'est clair. Ça, c'est par rapport à des... alors ça, c'est basé sur des analyses de génome, c'est-à-dire qu'on va extraire les gènes et on va leur inférer une résistance. Donc c'est toujours un peu risqué, sauf que, eh bien, sur les souches que l'on a, nous, au laboratoire, parce qu'il y a les génomes que l'on prend des publications, on ne peut pas savoir souvent la résistance aux antibiotiques, et encore, si elle est étudiée, elle est peut-être faite par une autre méthode ou avec une autre interprétation.
Donc là, nous, l'avantage, c'est que comme 600 des souches de l'étude provenaient du centre de référence des vibrions et choléra de Marie-Laure Quilici, eh bien, on a pu confronter cette inférence liée au génome avec le phénotype. Et en fait, c'est bon. Hein. Donc, et alors, quand on prend, par exemple, pour ces souches, alors là, on prend le nombre moyen de gènes de résistance aux antibiotiques par souche au cours du temps, vous voyez que avant les souches étaient sensibles, donc 0, eh bien, il y a une tendance qui monte, puisque vous voyez, il y a certaines souches qui vont jusqu'à 17 gènes de résistance aux antibiotiques. Donc avec la résistance à la ciprofloxacine, la résistance aux céphalosporines de 3e génération. Hein, donc c'est vraiment... Et quand on regarde les données, on cible que sur l'Afrique, on voit que de 70 à 84, donc les 15 premières années de l'arrivée du choléra en Afrique, il y avait quasiment 96% des isolats étaient sensibles et il y avait 0,2 gènes de résistance en moyenne par isolat. Et vous voyez qu'après 2000, il n'y en a plus aucun sensible aux antibiotiques, 0%, avec en moyenne 6 gènes de résistance par antibiotique. Donc, alors ce qui est étonnant, c'est qu'on dit que la première intention, c'est la tétracycline, mais quand on regarde un peu l'analyse globale, on voit que finalement, seulement 16% des isolats africains sont résistants aux tétracyclines. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la tétracycline donnée, si elle est donnée, qui entraîne vraiment la résistance. Donc, alors, comment c'est alors là, ce qui est intéressant, c'est l'apparition de la résistance. Il y a deux grands mécanismes. La première phase, c'est les souches ont acquis des plasmides de résistance. Donc, alors, il n'y en a qu'un seul qui marche bien avec le Vibrio cholerae, c'est un groupe incacé. C'est-à-dire que les autres, on peut les transformer, les vibrions cholériques, mais ils ne vont pas garder le plasmide. Et le incacé, ils vont le garder. Donc, c'est vraiment ce plasmide incacé qui... Et là, on a vraiment la preuve que ce plasmide incacé, quand la souche est arrivée d'Asie, les souches étaient sensibles et que l'acquisition de ces plasmides incacés ont eu lieu en Afrique. Ça, par exemple, bon là c'est un petit diagramme, il est un peu flou, mais c'est-à-dire qu'au moment d'introduction, aucune souche n'avait que le incacé, et au cours du temps, on voit une apparition du incacé en Afrique. Et on a par exemple, on sait très bien qu'une souche arrivant en Tanzanie, quelques années après, le gouvernement tanzanien distribue 1,8 tonnes de tétracycline aux patients et on a les souches multirésistantes à la tétra et à d'autres qui apparaissent après. Donc là, c'est vraiment lié à une utilisation en chémoprophylaxie de masse. Ça, c'est les années 70-80. Après, par contre, tout ce qui est résistant, c'est dans le chromosome. C'est-à-dire que c'est fixé, ça ne bouge plus. Hein, donc c'est des îlots génomiques, un grand qui s'appelle le GI15, qui ressemble à celui de la salmonelle, et un très grand qui s'appelle l'îlot SXT, où il y a plusieurs variants qu'on observe. Des mutations dans les gènes GIRA et par C pour la résistance au quinolone. Et là, on a la preuve que ça, quand la souche arrive en Afrique, toutes ces résistances existent déjà en Asie. Donc là, c'est clair que c'est une acquisition. La souche, elle est déjà multirésistante. Et là, par exemple, on voit ça. Si on prend le grand kilo de 100 kb de résistance aux antibiotiques, on voit que ça, c'est au moment d'introduction en Afrique, eh bien, 100% des souches ont déjà cette résistance. Alors que quand elles ne l'ont pas au départ en Afrique, elles ne l'ont jamais par la suite sur plusieurs lignées. C'est vrai. Donc il y a cette double... Ça veut dire que si on veut lutter contre la résistance chez le Vibrio cholerae maintenant, ces mesures, il ne faut pas les prendre là, sur place en Afrique, il faut les prendre en Asie. Voilà. Et comme en ce moment tout le monde se désintéresse de l'Asie, parce que le niveau socio-économique monte, mais c'est-à-dire que c'est ce qui est d'ailleurs le plus dangereux pour les antibiotiques, c'est-à-dire qu'on peut acheter des antibiotiques facilement, on peut les avoir et on peut les utiliser n'importe comment. Donc voilà. Donc, en conclusion, le choléra, il n'est pas arrivé une seule fois en Afrique et ensuite il a tourné, il est arrivé plusieurs fois. Il provient soit du Moyen-Orient au départ, enfin, d'abord, c'est clair que toutes les souches à l'origine sont d'Asie du Sud, arrivent en Afrique par le Moyen-Orient, mais plus récemment, c'est plutôt des arrivées directes, mais ça c'est toujours très dur parce que
finalement on a peut-être un défaut d'échantillonnage au Moyen-Orient. Hein. Si on n'a pas une grosse épidémie au Moyen-Orient, on n'aura pas les souches, donc si on ne les a pas, on va dire que ça arrive directement d'Inde au Cameroun, alors que finalement ça a peut-être circulé au Moyen-Orient, mais à bas bruit. Donc il y a toujours ce risque. Et là aussi, donc, je pense que dans la salle, il y a des personnes qui s'intéressent aux vibrio colérés dans l'environnement. Ça va au moins contre l'hypothèse de la théorie environnementale du vibrio coléré au 1, qui est certainement vrai dans certaines régions, hein, comme par exemple la baie du Bengale, mais pour l'Afrique, c'est très dur d'imaginer que c'est la mer qui amène, en étant simple, le choléra, mais c'est vraiment l'homme qui est vraiment le réservoir, la cause de la transmission. Et ça, c'est important parce que si on parle que de l'environnement ou des réservoirs environnementaux, on peut se dire finalement le choléra, on ne peut pas l'éradiquer puisqu'il est dans la mer. Alors que là, si c'est l'homme, on connaît, enfin, les gens sur le terrain, ils savent très bien comment ça se transmet d'homme à homme, par de l'eau, par des aliments. Donc, il ne faut pas que cette théorie environnementale, qui est certainement vraie dans des écosystèmes particuliers, puisse être appliquée et finalement diminuer la lutte contre la transmission interhumaine dans les zones où vraiment elles ont lieu. Conclusion aussi, c'est qu'il y a vraiment deux foyers distincts d'introduction et de circulation, sûrement par rapport à des voies de circulation préférentielles des hommes, que le Moyen-Orient a vraiment eu un rôle au début. Ben ça, c'est pas nouveau. Alors quand on dit le Moyen-Orient, quand tout le monde pense au Hadj, mais ça, au cours des 6 premières pandémies classiques, tout le monde savait le rôle du Hadj dans la transmission du choléra classique, puisque c'est les gouvernements français et anglais qui ont demandé au sultan ottoman de faire des quarantaines à Port Saïd en Égypte pour éviter que le choléra revienne dans les colonies ensuite après le pèlerinage et décime ces colonies. Donc ça, c'est connu. On a confirmé finalement que le choléra ne vient pas par El Niño d'Asie, mais par l'Afrique de l'Ouest. Ça sera peut-être un marin, on ne le retrouvera jamais. Et que l'évolution du vibrio colérique, c'est l'accumulation de mécanismes de résistance aux antibiotiques. Maintenant, au niveau du chromosome, et on retrouve ça étonnamment chez d'autres bactéries avec lesquelles j'ai travaillé, puisque la dernière conférence était Shigella dysenterie type 1, et aussi la salmonelle Typhi H58, et tous ces 3 agents pathogènes proviennent d'Asie du Sud. Donc là, il y a quelque chose là qui fait que il n'y a plus de plasmide, ici il n'y a plus que des îlots génomiques qui... Voilà, donc évidemment, ça c'est une étude qui a pris beaucoup de temps, on a eu énormément de collaborateurs dans le monde entier, en particulier au niveau du réseau des instituts Pasteur, avec énormément de souches historiques. D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'on a même trouvé des souches d'Odessa de 70. Il y avait une théorie comme quoi les étudiants guinéens avaient passé des vacances avant de rentrer en Guinée sur la mer Noire, et on avait des souches de Stavropol et d'Odessa de 70, et elles étaient différentes. Donc c'était pas eux, c'était pas ces étudiants guinéens qui ont pris du bon temps, qui ont ramené le choléra en Guinée. Voilà, donc je tiens à remercier toutes ces personnes. Donc il y en a certaines qui sont dans l'auditoire pour ce travail qui m'a passionné, qui m'a fait découvrir un nouvel agent pathogène et qui m'a donné plein d'idées sur le futur au niveau de l'immuno, d'établir des sites sentinelles dans des régions particulières pour étudier ces voies d'introduction et notamment voir si entre 2 épidémies, est-ce qu'on retrouve du vibrio colérique dans l'environnement ou pas, à distance, etc. Donc ça va ouvrir pas mal de travaux. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci François pour cette très belle visioconférence qui montre ce qu'on peut faire avec l'argent des études génomiques. C'est une très belle application des méthodes modernes de séquençage. Alors maintenant, donc, la conférence est ouverte aux questions ou aux commentaires. Donc, je vais donner la parole pour être plus efficace au Centre Pasteur du Cameroun, à Yaoundé. Donc, vous êtes très nombreux à avoir participé à cette visioconférence. Donc tous les autres micros sont éteints, sauf celui du CPC, donc à Yaoundé.
Avez-vous des questions à poser à François-Xavier Bell? Donc là, on ne vous entend pas. Ça y est. Ça y est. Se manifeste. Est-ce que les participants du CPC ont des questions à poser? Donc vous pouvez allumer maintenant votre micro. Je pense qu'Antoinette en a une. Oui. On ne vous entend pas. Nous allons essayer. Bonjour. Bonjour. Vous entendez? Oui, oui, très bien. Je vais me déplacer. Très bien. Ah oui, parce qu'il est au fond de la salle, elle se déplace à côté du micro. Bonjour François, bonjour Jean-Luc et bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Antoinette Lambert du Centre Pasteur du Cameroun. Nous sommes une vingtaine dans la salle et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons écouté François-Xavier Bell. Nous lui disons merci pour ce bon travail. C'est vrai que nous avons eu des petits soucis à la présentation parce que les diapositives n'étaient pas visibles, probablement parce que notre écran a été partagé. Il y avait un 16 views, bon, qui n'aurait pas été ce grave, mais bon, c'était comme ça. Merci, c'était une très belle présentation. À notre avis, c'est quelque chose qui vient un peu bousculer les concepts, parce qu'au Cameroun, nous avons organisé pas mal de formations, notamment dans le cadre des Global Football Network de l'OMS, où il y avait certaines formations sur le choléra, des méthodes utilisées au laboratoire. Et nous avions reçu à l'occasion certains collègues de l'Afrique du Nord qui pensaient que le choléra avait été introduit par des personnes venant de l'Afrique subsaharienne. Donc, à partir de cette étude, on se rend bien compte qu'il y a de multiples introductions et est-ce que ça ne tient pas là vraiment remettre un peu en cause ce qui a été accepté de façon unilatérale jusque-là. Merci François. Merci Antoinette. Alors c'est vrai que le choléra, il y a toujours des coupables faciles. Hein. Enfin, quand on regarde, il suffit de se promener à Paris, au niveau de la rue de Vaugirard, sous le pont de la petite ceinture, il y a une petite stèle qui montre que là, en 1832, des hommes prenant un café ont été lynchés par la foule, parce que comme ils rigolaient, on a cru qu'ils avaient empoisonné le puits, qui était la fontaine qui était à côté. Donc, vous voyez, le choléra, c'est très facile de trouver le choléra des coupables, donc qu'on dise que ça vient d'Afrique subsaharienne. Là, il y a des voies de circulation qui sont nettes. Il est vrai qu'en Afrique du Nord, depuis les années 90, il n'y a plus vraiment de cas. Hein, donc c'est maintenant plus en Afrique subsaharienne. Alors qu'il y ait des gens qui circulent à un moment donné entre deux pays, c'est possible, mais c'est pas, il ne faut pas jeter l'opprobre sur un tel pays ou un autre. Et ce qui montre aussi, ce qui est très important dans le choléra, c'est la collaboration inter-État, parce qu'il ne va pas connaître les frontières, le choléra. Hein, il va circuler, et parfois, là, il y a des travaux intéressants qui montrent que ça peut être des contrebandiers. En plus, c'est des gens qui ne sont pas vraiment... on ne connaît pas trop ce qu'ils font, qui peuvent introduire le choléra. Donc il faut vraiment de la surveillance des sites régionaux avec de la collaboration inter-État pour se débarrasser du choléra. Alors après, je rappelle aussi qu'on travaille beaucoup sur le choléra, mais en fait, avec de l'eau potable, mais vraiment potable, hein, parce qu'il y a des théories qui disent que finalement, une ville un peu développée, qui a un système d'adduction d'eau, mais s'il n'est pas très bien entretenu, finalement, s'il y a des racines qui creusent dans les canalisations, en cas d'inondation, finalement, ça va servir finalement ce système d'adduction d'eau à amplifier le choléra. Donc au niveau du choléra, il y a aussi le traitement de l'eau et des déchets humains qui sont aussi un élément très important dans la lutte contre le choléra.
Et actuellement, là, au niveau de l'OMS et de certains groupes et MSF, il y a à un moment donné la vaccination qui est utilisée pour couper la transmission dans le cas de certaines épidémies. Mais c'est vrai que cette étude, je pense, va intéresser beaucoup de monde pour montrer que le choléra s'est introduit en permanence. Et que si on cible ces endroits d'introduction plus fragiles, quitte à l'argent, on n'a pas des quantités astronomiques d'argent, quitte à l'utiliser, autant l'utiliser dans des endroits ciblés, justement pour éviter que le choléra s'installe et contamine le reste de l'Afrique à partir de ces voies d'introduction. Donc ça peut... Après, c'est un travail génomique sur 800 souches par rapport à 1 million de cas. Il va falloir ensuite faire des études sur le terrain pour voir si vraiment ça se confirme. Mais bon, je pense que c'était assez net, il n'y avait pas trop de signal qui perturbait ces analyses, c'était clair, hein, il n'y avait pas... Enfin, à mon avis, par rapport à d'autres pathogènes, c'est très très net. Oui, s'il vous plaît, c'est Serge Sadine du CPC. J'avais une question, merci déjà pour la présentation qui était très intéressante. J'avais une question qui concerne beaucoup plus la méthodologie. Je ne sais pas si un détail m'a échappé. Vous avez parlé essentiellement du grid mapping. Et apparemment, vous n'avez pas fait d'assemblage de génome. Et donc, du coup, ma question est de savoir comment est-ce que vous avez pu vous assurer que tous les SNPs qui ont été pris en compte dans les analyses ont été bien couverts dans tous les 800 génomes, parce que je trouve que c'est assez impressionnant comme collection. Et en particulier, sur les mutations de distance, est-ce que vous avez donc assemblé les gènes avant de les étudier ou bien c'était basé également sur les risques? Alors, d'abord, merci pour votre question. Ça prouve que vous n'avez pas eu accès au diapo et je pense qu'on peut le télécharger sur le site de l'AMICAL. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le diaporama, il est facile d'accès en PDF ou en PowerPoint. Donc, vous pourrez accéder. Oui. Pardon, mais aussi sur YouTube, ça sera publié dans les jours qui viennent. Ah, sur YouTube aussi. Toute la conférence est enregistrée. Mes filles vont adorer alors. Et donc, sur la partie méthodologie, j'ai pas voulu trop m'étendre parce que généralement plutôt grand public spécialisé. Là, c'est vraiment très très spécialisé. Effectivement, on a fait toutes les techniques d'assemblage par Spades, CLC, mais il y avait des définitions très stringentes pour savoir si un SNP est vrai. Il y avait une couverture minimum. Non, là, on est vraiment dans des... Et on a utilisé les mêmes méthodologies que le Sanger Institute, où j'ai utilisé les mêmes méthodes, puisque, en fait, j'y ai passé 2 ans aussi pour ce travail. Donc, là, au niveau méthodologique, il n'y a pas de... Au bioinformatique, ça a été une analyse très complète. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Avez-vous une autre question du CPC? Non, peut-être que nous reviendrons plus tard s'il y a cette possibilité. Nous, pour l'instant, ça va, merci. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Non, juste pour dire que pour l'instant, ça va. Nous avons eu ces 2 questions et nous attendons ce que notre site proposeront. Merci Antoinette, au revoir. Merci. Donc effectivement, je confirme que les diapositives sont disponibles sur le site de l'Association des anciens élèves. J'avais d'ailleurs envoyé un message pour donner le lien. Donc vous trouverez les diapositives sous format PDF, sous le format PowerPoint. Et puis effectivement, Oumaima confirme que la visioconférence a été enregistrée. Donc vous retrouverez le lien pour visualiser cette visioconférence donc, sur YouTube. Donc c'est la grande célébrité absolue internationale. Voilà. Bon, l'article n'est pas publié, il sera soumis tout à l'heure. Voilà, bon. J'attendais de vous le faire. Voilà. Bon, merci en tout cas de la participation du Centre Pasteur du Cameroun. Je vous donne rendez-vous, surtout vous n'oubliez pas de mettre dans vos tablettes la prochaine visioconférence, ça c'est valable pour tous les centres qui sont connectés aujourd'hui. Donc c'est la prochaine, ça c'est le 31 octobre, c'est Vincent Debelle
qui va donc nous faire une conférence, je ne sais plus le titre, c'est sûrement sur le... Si, c'est sur les... pourquoi la vaccination contre la dengue hémorragique est si difficile. Donc ça c'est le 31 octobre à 10h heure française. Et puis la visioconférence, la dernière de l'année de 2017, qui aura lieu le 19 décembre, et qui sera donnée donc par Françoise Barré-Sinoussi, donc bien sûr sur le VIH et sur le sida. Oui. La salle avait des questions. Non, mais attends, là je donnais, non, il y a d'autres questions. Donc maintenant je vais demander au CPC d'éteindre le micro, et je vais donner donc la parole maintenant à l'Institut Pasteur du Maroc, à Casablanca. Avez-vous des questions à poser aux conférenciers? Bonjour. Bonjour. Bonjour Carly. Bonjour François. Bonjour. Donc, tout d'abord, nous vous remercions pour votre présentation. Il y a beaucoup d'informations. Il y avait un petit problème au début de son, mais ça s'est calmé après. Et comme nous, ici à l'Institut Pasteur de Casablanca, on a quand même téléchargé les programmes, donc on a réussi à suivre. Moi, j'ai une petite question, peut-être un éclaircissement, en ce qui concerne les deux phases de la résistance aux antibiotiques. Vous parlez d'une phase avant les années 80 et une phase après les années 80. Avant les années 80, la résistance est surtout due à l'acquisition des plasmides. Et après, vous parlez des îlots génomiques, après les années 80. Est-ce qu'il s'agit d'éradication de souches qui sont remplacées par d'autres souches, ou bien c'est l'évolution de la résistance par l'acquisition de ces îlots génomiques, en même temps de la présence du plasmide des souches des années avant les années 80? Oui, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des lignées qui ont été introduites en Afrique, et là, il y a eu acquisition du plasmide, plusieurs plasmides de type Incacé. Pour les îlots génomiques, ce sont d'autres lignées plus récentes qui contenaient déjà l'îlot génomique R391 SXT, qui venait directement d'Asie. Et alors, là où les deux se rejoignent, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que cet îlot génomique, finalement, dérive du plasmide Incacé qui s'est intégré dans le chromosome. Donc, ce qui fait que cet îlot génomique arrivant avec les nouvelles lignées asiatiques, eh bien, aucun nouveau plasmide va pouvoir rentrer parce qu'il y a incompatibilité. Donc voilà, c'est le fait que ça soit des lignées différentes, des mécanismes différents, mais qui sont incompatibles entre eux, qui expliquent la dynamique. Voilà. D'accord. Ok. Donc, je laisse la parole à mon ami Ibrahim. Bonjour, Dr François. Bonjour, Ibrahim. Ravi de vous voir et un bonjour à toute l'équipe de CNRSS. Donc j'ai deux petites questions à propos de la résistance. Donc il y a, d'après le cours que nous avons fait il y a une dizaine d'années, il y a le professeur Ploy qui dit que le Vibrio cholerae était un disséminateur universel des gènes de résistance via les intégrants. Donc, est-ce que cette hypothèse toujours persiste ou il y a un changement au niveau du mécanisme de résistance? Une deuxième petite question à propos des épidémies récentes de choléra. Donc, nous avons vécu un événement, une flambée de choléra en Haïti, donc, et actuellement au Yémen. Donc, récemment, il y a une flambée épidémique mortelle. Donc, est-ce qu'il y a des données récentes ou similaires à ces sérotypes que vous avez vus, ou bien est-ce qu'il y a, c'est le même mécanisme de dissémination de ces souches via ces deux continents? Je vous remercie une fois, docteur. Merci Brian. Bon alors, je vais essayer de me souvenir. Alors la première question, ça en lien... Ah oui, donc effectivement, parce qu'a été découvert au niveau du petit chromosome, le chromosome 2 de Vibrio cholerae, le superintégron. Hein, mais quand on regarde ce superintégron,
il n'y a qu'un seul gène lié à la résistance aux antibiotiques qui est dessus, qui est le gène que l'on appelle 4B9 et qui a été appelé ainsi par Didier Mazel parce qu'il ressemble à un gène qui code pour une chloramphénicol acétyltransférase. Mais en fait, toutes les souches ont le 4B9, toutes les souches LTOR, même les souches sensibles aux antibiotiques, même avant que l'on utilise du chloramphénicol. Donc en fait, le 4B9 qui est dans le superintégron ne code pas de résistance aux antibiotiques. Alors c'est peut-être un ancêtre. En fait, Marie-Cécile Ploix a voulu dire par là que c'était peut-être un ancêtre des intégrons, ce superintégron, mais en soi, dans notre cas, il n'a aucun lien avec la résistance aux antibiotiques sur les 1000 génomes que l'on a étudiés. Deuxième question, pour le Haïti, c'est très clair. Quand on regarde, alors je ne sais pas si on peut revenir sur la présentation, je ne sais pas si vous voyez, alors c'est dans notre... Je l'ai mis extrait, voilà. Dans cette image-là, vous voyez que Haïti, c'est là. Donc c'est en plein milieu du vert et que vous avez tout d'un coup la souche d'Haïti. C'est clair que ça a été montré, ça a un lien au niveau épidémiologique local et au niveau génomique avec des souches qui circulaient en Asie du Sud-Est et en particulier Népal ou Inde du Nord. Donc c'est clair que Haïti, c'est une transmission humaine, alors qu'au début, certains ont voulu voir là des lignées locales qui auraient expliqué le choléra par la mer. Non, 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 c'est des lignées qui circulaient quelques mois auparavant en Asie du Sud. Donc là, voilà. Et en fait, elles arrivent dans un pays où il n'y a plus aucune infrastructure sanitaire, il n'y a plus d'accès à l'eau potable, c'est la misère totale déjà depuis 2 siècles. Je veux dire, il flambe. Je veux dire, il n'y a pas besoin de facteurs de virulence particuliers. C'est les conditions de flamber. Le Yémen, on ne sait pas. On attend les souches à un moment ou l'autre, d'un moment à l'autre. Donc on pourra vous dire si d'où viennent les souches du Yémen. Alors, on avait déjà étudié des souches d'Irak de 2015 et qui montraient que finalement, ce n'étaient pas les lignées les plus récentes, c'était des lignées un peu plus anciennes qui circulaient en péninsule arabique. À bas bruit. Donc ce n'est pas des introductions récentes. Mais là, pour le Yémen, on ne sait pas, on devrait les avoir. Mais ils nous préparaient le colis, comme ils nous ont dit après. En fait, il n'y a pas de souche vivante à l'intérieur. On est un peu inquiet, on ne sait pas trop ce qu'on va recevoir. Voilà. Parce qu'ils ont eu des pannes de congélateur. Donc voilà, on vous dira ça dans 15 jours voilà, pour le Yémen. Mais c'est aussi lié aux conditions locales. Je veux dire, une souche, elle arrive. Ça peut arriver, une souche peut arriver. On a chaque année au CNR des gens qui ont voyagé en Inde et tout, qui reviennent avec le choléra. Mais si après, sur place, il n'y a pas les conditions favorables de transmission entre les humains, il n'y aura pas d'épidémie de choléra à Paris. Voilà, le Yémen, il y avait les conditions favorables. Voilà, Brahim. Merci beaucoup, Dr François. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Bon. Merci. Merci donc pour votre participation, l'Institut Pasteur du Maroc, et merci pour votre fidélité parce que vous vous connectez pratiquement à chaque visioconférence. Donc merci pour votre participation et votre fidélité. Donc maintenant je vais donner la parole, alors sur mon écran de contrôle il y a l'Institut Pasteur de Dakar, mais je crois qu'il y a eu un problème technique, l'image est figée. Ah oui? Donc là non, donc là il n'y a plus de contact. Et puis aussi le CIRF qui nous a donné quelques soucis avec le micro. Mais là c'est pareil, je crois que la connexion a été aussi interrompue. Bon, alors maintenant il reste, on va changer vraiment de continent. Nous allons maintenant sur le continent d'Amérique du Sud. Et je vais donner donc la parole à l'unique. Voilà, bonjour. Donc là vous pouvez ouvrir. Bonjour professeur. Voilà, et donc je vous donne la parole donc, à l'université de Paraíba, donc au Brésil. Et je vous félicite pour le courage parce que vous êtes réveillé très très tôt pour participer. Il était 5 h du matin, c'est la deuxième fois. Mais je vous promets qu'en 2018, nous ferons une visioconférence à 14 h pour que vous puissiez dormir un peu plus longtemps. Donc, avez-vous des questions à poser aux conférenciers? Oui, bonjour professeur Jean-Luc Guédon, bonjour professeur François, c'est un plaisir bien aujourd'hui, ce matin ici, et
nous excuser pour connecter trop tard. Par contre, je pense que l'Internet, elle dort à 5 h du matin ici au Brésil. Je pense que l'Internet dort. Mais enfin, nous pouvons connecter et pouvons participer ici. Merci pour l'opportunité. Et une question, c'est la question de la nanotechnologie avec le système de libération contrôlée d'antibiotiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner d'informations si on met ou non la question de résistance, le gène de résistance avec les nouvelles technologies de drug delivery, de libération contrôlée? Alors, merci. Ma réponse, c'est que j'ai pas trop de recul puisque je viens d'apprendre par votre bouche cette méthodologie. Donc, je ne sais absolument pas. Je ne sais pas, c'est de la pharmacocinétique. Non, je peux pas vous répondre. Je peux pas vous répondre. Je ne sais pas. C'est loin un peu de ce que l'on fait. De toute façon, la résistance aux antibiotiques, c'est vraiment un très gros problème. Maintenant, c'est 60 ans après. Je veux dire, je ne sais pas comment on va pouvoir prendre. C'est devenu tellement complexe. J'ai aucune idée. Mais là, bon, c'est très simple. Pour le choléra, la résistance aux antibiotiques, il suffit d'éradiquer le choléra en Asie du Sud et vous n'aurez plus de choléra multirésistant en Afrique. Voilà, ça c'est la théorie. Après, ça va passer par une meilleure condition d'hygiène, c'est tout. Enfin, arrêter la transmission de ce choléra et il n'y aura plus de choléra multirésistant après. Voilà, non mais par rapport à votre question spécifique, j'ai aucune idée. Enfin, c'est de l'individu en plus. Ouais, je suis désolé. Par contre, si vous avez des idées, si vous-même vous avez des travaux là-dessus, c'est intéressant de le partager, mais moi je ne peux pas répondre. Non, nous ici, nous sommes des produits de nanotechnologie, nanoparticules, nanofibres avec les antibiotiques, mais pas pour combattre les choléra spécifiquement. C'est pour les autres bactéries et autres levures, choses comme ça, parasites. Ouais. Et c'est pour connaître l'information. Et il y a une autre question, si les échantillons qui sont résistants, s'il y a quelques modifications dans la réponse immunitaire des personnes, s'il y a un changement de protéines spécifiques pour la réponse immunitaire qui sont différents de wild type et de résistance, s'il y a une différence comme ça. Là, sur le choléra en particulier, oui, j'ai pas de connaissances en particulier. Pas de différence. Non, mais c'est pas. En fait, le choléra, c'est pas le même phénomène qu'une infection nosocomiale ou des bactéries qui sont en portage. Là, c'est vraiment épidémique. Okay. Donc, je pense pas que la résistance, c'est plutôt, ça sera une immunité vis-à-vis d'une lignée. Et encore, c'est à démontrer. Et par rapport à un mécanisme de résistance, non, je pense pas. Ce sont des choses complètement différentes. Oui. D'accord. Okay. Non, c'est bon, thérapeute. Merci pour la présentation. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Merci pour votre participation. Et puis, donc, les deux prochaines visioconférences seront encore à 10 h. Je suis désolé pour vous. C'est bon, c'est bon. C'est bon, voilà. Oui, c'est bon. Et pour dès 2018, on en a discuté tout à l'heure entre nous, on fera des visioconférences à 14 h heure française, donc à partir de janvier 2018. C'est un peu mieux, mais c'est bon à 10 h, c'est bon. Voilà. Merci. Très bien. Merci, bonne journée. Et puis donc, on va interrompre maintenant donc, la visioconférence. C'est peut-être monsieur Essinski, je sais que ce n'est pas du tout votre domaine. Vous êtes notre lien avec le Vietnam.
Oui, vous savez que je ne suis pas biologiste, je suis physicien astrophysicien. Je vais poser des questions extraordinairement naïves. La première, c'est que vous n'avez pas prononcé, d'abord je vous remercie pour le... J'étais très intéressé par la conférence. Vous n'avez pas prononcé le mot vaccin ou vaccination, donc je suppose qu'il n'y a pas de possibilité de ce côté-là, mais y a-t-il une perspective quelconque? Ça, ce sera ma première question naïve. C'est une bonne question. Ah oui, je l'avais un peu... Vous m'entendez bien? Je coupe mon micro, peut-être. Voilà. Oui, alors pour la vaccination, c'est très récent. Enfin bon, il y a des gens qui ont travaillé dessus depuis longtemps, mais ça a été... il y a eu un papier l'an dernier dans New England Journal of Medicine où ils ont utilisé, pour contrôler une épidémie sur le terrain, la vaccination. Et qui montre que ça va peut-être bientôt être recommandé par l'OMS dans des circonstances. En fait, ce que les gens ne veulent pas, c'est que si on vaccine, on va arrêter de traiter l'eau, de traiter... Donc, il faut que le vaccin soit quelque chose... à un moment donné pour aider à contrôler la transmission chez l'homme. Il ne faut pas que ça devienne utilisé partout, puisque d'un autre côté, les gens ne vont plus faire attention sur la qualité de l'eau, le traitement de tout à l'égout, etc. Donc là, ça commence à être utilisé. Il y a eu des études qui ont montré l'efficacité, mais c'est vraiment le début. Hein. Ça date il y a 1 an ou 2, et l'OMS ne l'a pas encore vraiment indiqué sur son site, et ça devrait être fait dans les prochains mois, d'utiliser dans le cas de contrôle d'épidémie, la vaccination. Voilà. Pardon. Oui, merci. Et je me permets de poser une deuxième question. Alors simplement pour traduire ma surprise, vous avez mentionné que certains pays sont réluctants quant à déclarer le fait qu'il y a... Alors, n'y a-t-il pas une réglementation internationale plus contraignante, aujourd'hui peut-être, pour parvenir à faire qu'on essaie sinon d'éradiquer, du moins de limiter ces épidémies dès qu'elles démarrent quelque part dans un foyer? Ça paraît une mesure vraiment de bon sens. Le pays ne va pas rapporter, mais des ONG vont venir sur le terrain contrôler l'épidémie. Voilà ce qui se passe en fait quand certains pays, pour des raisons politiques, tout ce que économiques, ne veulent pas rapporter les cas de choléra. Et puis il y a des pays qui ne rapportent pas parce qu'ils n'ont même pas les moyens de faire une confirmation de laboratoire. Donc, je comprends, mais alors est-ce que ça signifie, grâce aux initiatives des ONG, qu'en pratique quand même maintenant, il n'y a pas de nouveaux foyers sans qu'on le sache très rapidement? Oui, je pense que dès que ça dépasse un certain niveau d'intensité, il y a des ONG qui sont sur le terrain et ça remonte au niveau de l'OMS, même si ce n'est pas déclaré par le pays. Voilà. C'est très politique. Oui, je comprends, mais je comprends bien. Même pour les microbiologistes, il y a des espèces de clans, c'est terrible. Le choléra, je suis arrivé là-dedans et c'est miné, mais partout. À croire qu'il faut ça pour qu'il y ait toujours du choléra pour qu'ils continuent à publier tous, qu'ils aient un travail. Enfin, Merci beaucoup encore. Merci M. Osinski pour votre participation et votre fidélité. C'est l'Institut Pasteur de Dakar. L'Institut Pasteur de Dakar. Donc, je voudrais remercier donc, M. Osinski parce que nous sommes tous les deux, nous œuvrons pour développer la coopération avec le Vietnam et c'est pas facile en ce moment. Voilà, alors donc l'Institut Pasteur de Dakar, donc vous avez la parole. Avez-vous des questions à poser à François-Xavier Vert? Oui, on a. Merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation. Effectivement, l'avènement du séquençage de génome. Ah, ça a coupé. Complet. Ils étaient en souci avant. Ah. Redistribue complètement les cartes des hypothèses sur la transmission du choléra et en particulier les C'est dommage, en fait c'est haché et on n'entend plus. Ouais, la connexion était coupée. Est-ce que tu as saisi un peu ce qu'ils ont demandé? Là non, là c'est trop. Non, il dit juste que oui, ça change. Alors M. Domani connaît très bien le choléra au niveau de l'environnement. C'est ça, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé interagir et après... on peut prendre dans la salle en attendant? Ah bah voilà, oui. Jacques, tu avais une question à commenter. Bah, tu veux peut-être venir ici comme ça tout le monde.
votre étude soulève, comme vous l'avez signalé, un certain nombre d'autres suggestions et de thèmes, de pistes, notamment l'explication concernant cette naissance brutale d'une épidémie, sa vie et puis sa mort, et en particulier donc rechercher les causes de ces arrêts un peu brutaux, plus limités dans le temps. Donc vous avez évoqué la recherche en immunologie, vous avez dit les anticorps sous réserve qu'ils aient une efficacité, au phage également, l'environnement politique. Oui, absolument. Et un autre sujet que vous avez abordé et qui a bien été mis en évidence notamment par Casablanca et puis par nos amis brésiliens, c'est la résistance aux antibiotiques. Alors, j'ai pris quelques notes, comme vous disiez, et je porte bien sûr sur votre contrôle. Vous dites qu'au départ, jusque dans les années 70-80, c'était surtout la doxycycline qui était utilisée. Recommandé. Oui, recommandé. Bon, on peut penser que comme il s'agit d'un antibiotique relativement de première intention, etc., il a été assez largement utilisé. C'est le problème, on ne sait pas, puisque c'est des recommandations, c'est pas obligatoirement donné, et par contre on a du recul sur certaines épidémies où on a des publications qui montrent même le tonnage donné. Mais c'est rare, hein. Il y a eu un papier au Cameroun, un papier en Tanzanie, un papier à Madagascar. Bon, quoi qu'il en soit, avant l'apparition des fluoroquinolones, on pouvait imaginer quand même que ces dernières n'étaient pas utilisées et que c'était au profit de la voilà. Donc, et dans un tout petit peu plus loin, vous disiez que le taux de résistance à la doxycycline n'a pas beaucoup varié. En d'autres termes, que c'est peut-être un antibiotique qui pourrait être ou qui peut être utilisé. Absolument, puisqu'il y a que ça dans le sang. Et d'ailleurs, quand on regarde les souches qui ont ça, c'est les souches qui avaient des plasmides, donc les souches anciennes. Donc, antibiotiques, bon marché, voilà, d'accord. Vous avez dit qu'à partir des années 70-80, on a vu apparaître le plasmide incacé, que vous avez vu son augmentation dans certaines lignées. Que par ailleurs, les fluoroquinolones se sont développés. Vous avez noté ciprofloxacine. Qui n'est pas au niveau pour la ciprofloxacine. Qui n'est pas au niveau, c'est-à-dire qui n'est pas au niveau de la résistance, c'est pas... D'accord. Vous avez expliqué que, donc, plasmide de résistance, il semble intéressant de voir que ce n'est pas la tétracycline qui a induit la résistance, puisque le niveau est resté faible. Donc il s'agit en l'occurrence ici, de résistance d'origine chromosomique, c'est-à-dire ponctuelle, et non pas plasmidique. Il se trouve que pour les quinolones, vous avez parlé de GIR-A, c'est encore une résistance que l'on sait être chromosomique. Alors, ma question est, pour quelle raison s'obstine-t-on à... vous avez dit par ailleurs que nous observons les mêmes choses pour des germes que vous connaissez très bien, comme Salmonelle et Shigella. Donc, pour quelle raison s'obstine-t-on, alors je parle aux cliniciens, aux thérapeutes, pour quelle raison s'obstine-t-on à vouloir utiliser des antibiotiques qui sont, on peut considérer comme prioritaires, critiques, des quinolones de dernière génération, des fluoroquinolones, alors que de simples tétracyclines sont utilisables et bon marché. Alors, je pense qu'il faut distinguer le voyageur qui vient de votre cabinet à Paris, il faut un bactéricide, on ne va pas lui donner des trains bactériostatiques, voilà, donc, bon, mais en fait, tout ça soulève le poids de la sélection, et quand on voit que ces recommandations du choléra, ce n'est pas la cause de la résistance aux antibiotiques, c'est certainement en Asie
quand on regarde la cinétique d'acquisition, on se retrouve finalement sur la même cinétique que n'importe quelle utilisation pour une entérobactérie, c'est-à-dire ça commençait par chloran, bactérie, mais ça finit au fluoroquinolone. Finalement, c'est sûrement une co-sélection dans un endroit particulier du monde où on a pris des antibiotiques, pas pour traiter le choléra, mais pour traiter... voilà, tout, une salmonelle. Mais tout. Et peut-être n'importe quoi au moment où l'antibiotique était sur le marché. On a traité des infections et finalement le choléra a été... Alors on peut aussi se dire que comme il y a quand même une notion aquatique dans ces endroits-là, on sait peut-être que le florphénicol dans certaines, comment dirais-je, cultures de crevettes et tout, florphénicol, par exemple le gène qui est sur le niveau génomique c'est FLO-R. Donc c'est pas le gène de résistance au chloran, mais au c'est le florphénicol qui est utilisé dans certains pays en aquaculture. Donc tout ça fait que c'est pas parce qu'on a traité les gens pour le choléra. Alors dans certains cas précis, c'est pour ça que je vous ai dit le plasmide, il est acquis dans certains endroits suite à une campagne de chymoprophylaxie de masse. Là on voit apparaître le plasmide de résistance, mais uniquement au niveau de la zone géographique. Mais les nouvelles arrivées de l'Asie du Sud, on ne sait pas trop ce qui s'est passé chez l'homme ou chez l'animal d'élevage intensif. Oui, ceci dit, si vous dites que le florphénicol a pu être, la résistance au florphénicol a pu être sélectionnée par l'aquaculture, vous revenez à l'ancienne conception, celle des Dodin et prédécesseurs, qui considéraient que comme le vibrio choléré est à l'eau tolérant, donc peut être transformé. Alors, est-ce que oui ou non, il peut se développer par rapport à la théorie de la transmission interhumaine? Il est évident qu'il y a des endroits où la théorie environnementale est certainement vraie, mais elle ne va pas être utilisable en Afrique. En Afrique, au niveau de la baie du Bengale, peut-être la baie du Mexique, où il y a des grandes populations et des contacts entre l'eau et les antibiotiques. La baie du Bengale, c'est quand même une population, de l'eau à côté. Là, on peut imaginer des gros transferts entre les deux, avec le choléra qui peut faire des choses comme ça. Mais en Afrique, on n'a pas ce signal et on n'a pas de sélection aquatique, puisque clairement, tout se passe en Asie du Sud pour l'instant, par rapport à ce qu'on a vu. D'accord, merci beaucoup. Dernière tentative de connexion avec l'Institut Pasteur de Dakar. Je crois qu'il était malheureux, mais ça ne fonctionne plus. Dans un système qui s'appelle Viditech. C'est tout ce que je vois, mais c'est figé. Donc nous allons donc arrêter maintenant donc, la visioconférence. Et puis donc, je vous donne rendez-vous maintenant donc, au 31 octobre à 10h dans la même salle. Merci beaucoup. Merci.